Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Diane Lair. Bonjour Diane. Bonjour Malika Ménard. Oui, ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre parce qu'on se connaît si bien. Un petit peu. Tout petit peu. Alors évidemment, tu es Miss France 2022. Depuis ton élection, tu as notamment vu à la radio, sur Europe 2, où tu as co-animé la matinale pendant 1 an, alors que tu as commencé, tu étais encore Miss France. Est-ce que c'était pas trop compliqué ? C'était hyper dur. Alors on le sait en commun parce qu'on avait les mêmes horaires. C'était hyper dur parce que tu concilies, surtout quand j'étais Miss France, tu concilies un réveil à 4 heures du matin avec 3 heures de direct et ensuite tu remets ton écharpe Miss France et tu repars. En représentation. En représentation. Et tu fais une région par jour. Donc en fait, tu n'as plus d'horaire. Quand les gens me disaient, mais tu dors quand ? Bah, je dors pas en fait parce que tu te lèves, il est 4 heures et tu te couches, il est 2 heures quand tu rentres de région. C'était un peu dur, mais en fait, je trouvais que c'était tellement chouette qu'on m'appelle pour faire un métier dans lequel on ne me voit pas, mais on m'entend, en étant Miss France, qui est une image. Encore en étant Miss France, c'est assez rare d'avoir commencé la reconversion, entre guillemets. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, en fait. Alors, parce que déjà, tu n'es pas dans notre contrat, on ne peut pas assimiler Ça deux boulots. Parce que tu es en représentation tout le temps. Donc, Alexia Laroche-Joubert avait eu la gentillesse de me dire qu'il me restait que 3 mois, donc c'était OK. Mais c'est surtout que c'est très fatigant. Et surtout qu'en fait, quand tu es Miss France, tu as des dus du coup de ton écharpe, tu fais attention à ce que tu dois dire, etc. Le direct n'empêche que tous les matins, tu peux avoir une erreur qui n'est pas contrôlée. Ils t'ont grondé ? Ils m'ont demandé, non, mais j'avais. Alors, les premières fois, j'avais l'attaché de presse qui venait. Et puis par la suite, de façon de manière, tu sais quoi, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait abandonner avec moi, dans tous les cas, que ce soit ici ou ailleurs. T'as toujours été libre. J'aurais dit ce que je voulais dire. On t'a aussi vu dans Danser avec les stars, la dernière saison. C'est vrai. J'ai dansé. Qui aurait cru qu'un jour je ferais un truc pareil ? Mais c'était C'est super. pas ton fort. La scène, je déteste, mais c'était cool parce que ça m'a poussée dans autre chose. J'ai pas voulu le faire au début, on m'a convaincue et je regrette pas parce que humainement, c'était très fort. Quand tu dis la scène, je déteste, tu fais référence à Miss Univers aussi qui a été... À Miss Univers, à Miss France, tout. Moi, j'adore le rôle de Miss France, mais je n'aime pas par quoi je dois passer pour le faire. Le côté scène et n'être que moi physiquement, je trouve ça super dur. Il n'y a pas meilleure personne que toi pour le savoir, on est pleine de complexes. Et en fait, je trouve que tu peux te cacher derrière une parole, tu peux pas quand tu es sur scène. Et pour le coup, tu es vraiment à la lumière de tous. Et donc, tout ce que toi, tu ne veux pas voir, tu as l'impression de le montrer aux autres. Donc c'était un moment douloureux à chaque fois ? C'est un moment qui... Ouais, Miss France, moi, c'était long. J'étais là, allez vite, la fin. Miss Univers, j'étais là, début, on arrête déjà là, c'est très bien. Et dans Avec les stars, d'autant plus parce que tu dois montrer et rentrer un peu dans un personnage sexy, etc. Quand c'est pas ton caractère, moi, c'était compliqué. Mon danseur, au début, ne pouvait pas me toucher, quoi. Donc, c'était dur. Ouais, mais je pense que c'est pour tout le monde un peu. La danse à deux, c'est encore autre chose que d'être toute seule à faire une chorégraphie. Je pense, ouais. Et puis la caméra qui te regarde. Et puis je pense que nous, en tant que Miss France, on nous a appris à être très carrée, très droite, souriante. Et d'un coup, on te demande un peu de lâcher tout ça et d'enlever ce statut un peu d'image parfaite. Et parfois, c'est un peu dur de lâcher du lest. Aujourd'hui, tu te définirais comme quoi ? Influenceuse, animatrice ? Je me considère pas, je me statue pas parce que je pense que je peux changer demain, tu vois. Donc changeante. Ouais, c'est ça. En évolution. Ça se trouve que demain matin, je serai animatrice, mais demain après, je suis influenceuse. Ça se trouve le soir, je suis, j'en sais rien, conférencière, tu vois. Je veux toucher à tout, donc je veux pas me décrire par une chose parce que sinon j'ai l'impression que tu peux plus sortir de ça. Mais qu'est-ce qui, on va dire, occupe le plus ton quotidien ? Voilà, l'influence aujourd'hui, c'est ce qui prend le plus grand parti de mon temps, mais je continue encore beaucoup de choses. Moi, en tant que Miss France, quand même, je remets quand même très souvent l'écharpe. De toute façon, pendant les 5 années qui suivent, on est encore extrêmement sollicité. Demandé, ouais. Donc en fait, entre tout, je dirais que ça, il y a 50% peut-être d'influence, et après les 50 autres pourcents, c'est entre l'animation, les conférences, etc., à droite à gauche. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir dans les prochains mois ? Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? En vrai, le problème, c'est que dans ma tête, il y en a plein, mais les aboutir, c'est une autre chose. Tu as toujours un problème de temps, au moment où tu te dis, est-ce qu'il y a un moment où je ne prends pas aussi du temps pour moi ? J'ai l'impression d'avoir couru depuis 2 ans et demi. Je confirme. Voilà, et de me dire que là, justement, il n'y a pas de question de c'est quoi l'après, ça fait du bien aussi. On arrête de regarder dans le futur, on regarde derrière. Ouais. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Paris, la vraie parisienne. T'es née à Neuilly ? Je suis née à Neuilly-sur-Seine, et après, j'ai grandi dans le 7e arrondissement de Paris. Ah oui, dans lequel tu vis encore aujourd'hui ? Dans lequel je vis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais bougé. Ton enfance là-bas, c'était comment ? C'était trop cool parce qu'en fait, toutes mes meilleures amies, on habite les unes à côté des autres, on a une rue près. Encore aujourd'hui donc Encore aujourd'hui, du coup. Et du coup, on avait cette sensation un peu d'être toujours chez soi partout, dans n'importe quelle rue où tu étais chez nous. Tu te sentais en sécurité parce que tu connaissais les parents de tout le monde. Et j'étais dans une petite école quand même, où on se connaissait vraiment tous. Donc, c'était une atmosphère très familiale. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ? Oh ouais, j'ai eu une enfance hyper heureuse. Franchement, j'ai de la chance là-dessus. J'ai des parents qui ont toujours été hyper aimants, hyper bienveillants. Donc en fait, j'ai vécu une enfance rigolote, je dirais.
T'as un frère? Vous aviez quelle relation? J'ai un grand frère qui a 50 plus que moi. On a des caractères qui sont très différents, alors qui se rassemblent avec le temps, mais qui dans l'enfance étaient un peu plus ouais, divergents. Et on a une relation, je suis très admirative de lui parce qu'il il me complète très bien sur plein de choses. Il est beaucoup plus organisé, beaucoup plus carré, beaucoup plus matheux que je ne le suis sur plein de choses. Donc si on parle de nos métiers, on ne parlera jamais de la même chose, mais on se retrouve sur d'autres points, mais je suis très admirative. Devenir Miss France, est-ce que c'était déjà un rêve dans ton enfance? Pas du tout, pas du Jamais tout un t'en rêve. parlais? Jamais. Parce que moi, j'étais quand même une enfant très, très complexée. Mes meilleures copines, c'est des Miss Univers. C'est-à-dire que vraiment, moi, je me considérais comme la petite moche du groupe, tu vois. Bon. Et j'ai toujours cette anecdote avec mes copines où on avait nos meilleures amies d'enfance, tu vois, quand on était en primaire. Et les garçons allaient acheter des bonbons pour les filles en face. Et moi, je les accompagnais pour choisir pour les filles. Mais moi, T'étais personne avec m'en les achetait, garçons. tu vois. Oui, mais est-ce que tu te mettais pas toi spontanément de l'autre côté? Je pense qu'il y a de ça parce que j'étais complexée. Et je pense qu'il y a aussi, d'une manière, j'ai toujours un physique qui n'était pas dans l'air du temps au moment où j'étais, tu vois. Pourquoi? J'étais très grande, très maigre. À l'époque, on aimait plus les formes. J'ai quand même un visage qui était un peu atypique. Enfin, tu vois, visage large, yeux un peu en amande. Tu vois, particulier quand même. Beaucoup de cheveux. Voilà, tu vois, c'était... C'est tout ça qui a fait la différence pour gagner Miss France. Ouais, mais à 24 ans, à 23 ans, tu vois. Peut-être pas à 10. Et du coup, et puis j'étais trop grande. Je prenais une tête à tout le monde, tu vois, donc il n'y avait pas de sens. Donc je pense que de moi, il y avait une part de moi qui se mettait de côté. Et je pense qu'il y a aussi... J'avais pas ce rôle-là et je crois que c'était pas non plus mon attitude. J'ai toujours été la bonne copine. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? À l'école, j'étais dissipée. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah non, moi j'étais beaucoup de bêtises, beaucoup d'avertissements. Tu répondais aux profs? Je répondais, alors j'étais pas impolie, mais j'étais très justicière en fait. Donc si tu veux, si ça allait pas dans... Si par exemple dans l'école, il y avait écrit qu'à 15h25, si le prof il est pas arrivé, c'est considéré que le cours est annulé. À 15h26, moi j'étais déjà plus là. Tu vois, même s'il arrivait avec 2 minutes de retard parce qu'il y a un problème de bus. Moi j'étais déjà une pas là. relou, quoi. J'étais une rebelle. Une Voilà, rebelle. Rebelle justicière. Est-ce que malgré tout, t'étais bonne élève? J'étais bonne élève jusqu'à... J'étais première de classe jusqu'en troisième. Oui. Rebelle, mais première de classe. Première de classe. Troisième, il y a eu pas une crise d'ado, mais l'école m'intéressait moins, je m'ennuyais en cours, donc j'étais plus intéressée. Et après, je suis revenue vers première et terminale. Mais Au moment du bac, quoi. Ouais, c'est ça. J'essayais de me sauver, quoi. Qu'est-ce qui t'intéressait à ce moment-là si l'école t'intéressait plus? Les copines, j'avais envie de rigoler. En fait, je m'ennuyais à l'école, mais vraiment, j'avais vraiment un problème d'ennui. Mais je l'ai même encore aujourd'hui, tu vois. J'aime pas faire la même chose pendant 2 heures. Je m'ennuie, je suis incapable. Tu me mets devant l'ordinateur devant 2 heures, je pète un câble. Et c'était pareil à Tu l'école. avais des problèmes de concentration? Oui, oui, j'ai toujours des problèmes de concentration. Peut-être que c'est dû à un peu d'hyperactivité. Mais oui, je me rappelle de la CPE qui me convoque et qui me dit « mais si t'arrives pas… » Elle avait compris, en fait, elle me dit « mais prends un magazine, fais quelque chose à côté. » J'ai compris, t'arrives pas, en fait. Mais parce que j'étais incapable de rester assise à rien faire. C'était pas possible. Écouter le prof, au bout d'un moment, je me disais « ah ouais, mais est-ce que vraiment, un jour, j'aurais besoin d'appliquer ça, tu vois ?» Mais tu passais les classes les unes après Mais les je autres? passais les classes sans problème. Il y avait en ayant toujours des bons résultats. Des bons résultats, des avertissements, mais des bons résultats. Encore des avertissements? Ah oui, des comportements, j'en ai eu quasiment tout le temps à la fin. C'est vrai? Ouais. Je les enchaînais. mais 3, 4, j'en ai eu beaucoup. Mais tu te calmais pas pour autant? Non. Non, c'est parce que en fait, je considérais que c'était pas justifié, tu vois. Je disais, c'est la justicière. Je disais, mais en fait, je l'ai eu, mais c'est injustifié. J'ai fait ça parce qu'elle avait telle raison. Non, et puis parfois des bêtises d'enfants. Je sais pas, je faisais n'importe quoi en classe. On s'imagine pas comme... je veux dire, moi, je vois une fille quand même parfaite. On t'imagine pas avoir les avertissements. Ah si, ma mère a été beaucoup convoquée. J'ai de la chance d'avoir une super maman qui toujours me trouvait une excuse. Voilà, comment ils réagissaient tes parents? Alors ma mère, elle disait toujours qu'elle était animatrice de colo, donc elle a déjà vu pire. Et mon père, on évitait de lui dire. Mon père, il n'a pas vu beaucoup d'avertissements. Il l'a su plus tard. Ouais. Mais c'était pas possible, sinon mon père, il m'aurait tué. Il l'a su quand? Enfin, je sais pas, 3-4 ans plus tard, un jour, sans faire exprès, j'ai dit « ah oui, ça, quand j'ai eu des avertissements, il me fait lesquels ?» Je sais plus pourquoi. Tant que j'avais les notes, ça passait, tu vois. Mais ma mère, elle me protégeait, elle disait « bon, c'est pas grave ». Et par contre, elle allait au front. Dehors, elle me tuait, mais elle m'arrachait. Devant la prof, j'avais raison sur tout. Dehors, j'avais tort sur tout. Du coup, elle t'a pas chouchouté, mais... Elle m'a protégée. Une relation particulière entre vous deux? Ma maman, c'est une vraie lionne. Elle protège. Donc, en fait, en face des gens, elle dira toujours que sa fille, c'est la meilleure et qu'elle fait tout bien. À la maison, elle me dira « t'aurais pu faire 100 fois mieux, mais bon, on a fait comme si, quoi. » Voilà. Ma mère est très dure à la maison. Elle va tout regarder les détails et tout. Tu vois, elle est vraiment le diable se cache dans les détails. En dehors, elle fera tout. Oui, mais comme tu sais qu'elle te défend par ailleurs... Ça passe. Ça passe. Je sais que devant les gens, personne ne pourra jamais critiquer. Ma mère, elle va direct au front. Est-ce que tu recevais beaucoup d'amour à la maison?
Ah ouais. Mais trop même, je pense que ça a pallié un problème après d'attention sur la suite, tu vois, parce que j'avais tellement d'amour à la maison. Ma mère était tellement aimante, mon père était tellement... j'étais sa seule fille, donc c'était un lien particulier aussi, que du coup, quand tu sors, et tu vois, mes parents, ils m'ont jamais engueulé, limite. J'ai jamais eu de cri à la maison. Ils faisaient des leçons, mais ça criait pas. Que les premières fois, c'était un choc. Tu vois, à l'école, quand on te crie dessus et que t'es pas habitué, Ça te l'avait jamais fait? pourquoi vous parlez aussi fort? Il n'y a pas besoin, tu viens d'en arriver là. Et du coup, pareil, un espèce de problème d'attention parfois avec les profs où j'avais besoin qu'ils s'occupent de moi. Tu vois, et peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est pour ça que je suis devenue Miss France. Tu vois, il y a peut-être un problème de ça, d'aller chercher de l'attention ailleurs, parce que chez moi, j'en avais trop. Donc, tu as toujours ce besoin, tu dirais encore aujourd'hui, d'avoir de l'attention? Non, mais les gens que j'aime, j'ai besoin de sentir qu'ils m'aiment. Je suis très... Mais les professeurs? Ah, les profs, si tu m'aimais pas, j'avais des mauvaises notes. Il fallait que je sente que tu m'aimes. Sinon, je te donnais pas d'intérêt. Ah ouais. C'est très particulier. Est-ce que tu avais des matières préférées ou des matières cauchemars à l'inverse? Français, j'aimais bien. Français, je m'en sentais toujours bien. Philo, j'avais toujours l'impression que j'étais une grande philosophe, mais le prof, pas du tout. Voilà. Et maths, ça a été vraiment ma grande matière quasiment tout du long. Ta matière fétiche? Ouais. Où j'étais la meilleure, en tout cas. Et pas ma préférée, mais c'était ma meilleure. T'as passé un bac quoi? ES, Ok. malgré tout. Parce que c'était pas possible d'aller physique, tout ça, par contre, c'était pas possible. Tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais plus jeune? J'avais aucune idée. En fait, le côté justice, je me disais avocate. Je me disais, je finirai avocate parce que je vais trop au front pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui se faisait embrouiller pour rien. Moi, j'y allais alors que j'étais pas dans l'histoire, tu vois. Et donc, mon père me disait, bon, bah, tu finiras avocate parce qu'en fait, c'est ton quotidien d'être comme ça. Donc, je suis allée à la fac. Je l'ai fait. Ouais, parce qu'on était 5 meilleures copines. Les 5, on s'est inscrites à la fac. Les 5, on y allait. Et j'ai passé plus de temps à la pause café qu'en amphi. Elle aussi? Elle aussi. Il y en a une qui est restée sur les 5, tu vois. On est toutes parties. Et pareil, j'avais un problème, c'est que les amphis, c'est très grand. Et je me sentais perdue au milieu de tous. Et comme j'ai fait primaire, collège, lycée dans la même école, c'est un gros choc. J'étais trop perdue, je ne savais plus où est-ce que j'étais, j'avais plus de repères. Donc j'ai arrêté, je me suis mise à travailler et après, par la suite, je suis partie à l'étranger étudier. Tu t'es mise à travailler, qu'est-ce que tu faisais? De tout et de rien. Je faisais hôtesse dans des événements. Je prenais tous les petits jobs, tout ce que je pouvais avoir, parce qu'en fait, mon père m'a dit, si tu arrêtes, par contre, tu ne peux pas rester à rien faire. Donc je prenais plein de petits jobs à droite, à gauche, pour essayer d'avoir un peu d'argent, tu vois. Pendant un an? J'ai dû partir au bout de 6 mois, Okay. Et après, j'ai postulé pour mon école à l'étranger et je suis partie m'installer. C'était à Madrid? À Madrid. Je suis partie en Espagne. Quoi comme école? École de business international, qui est l'IE. J'ai postulé, je me suis dit, en fait, il faut que j'aille chercher autre chose parce que Paris, en fait, ça fait depuis toujours que j'y suis. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de voir d'autres choses pour comprendre le monde parce que j'étais toujours avec les mêmes personnes depuis toujours. Mais en plus, dans le même arrondissement. Même arrondissement, voilà, c'est ça. Même avec arrondissement. tes parents, les mêmes meilleurs amis. Voilà, je me sentais couvée, j'avais l'impression limite que j'allais devenir faible parce que j'étais tellement surprotégée que je voyais pas le reste du monde que je ne connaissais rien en fait et que le jour où ça allait me tomber dessus. C'est assez courageux quand même. Voilà, ouais. Moi je suis partie toute seule du coup. Et pourquoi Madrid? Pourquoi Madrid? Parce que quand j'ai regardé, j'ai tapé meilleure école de commerce internationale, machin, et c'était dans le top 3. J'ai envoyé aux 3, c'est le premier qui m'a répondu. Et puis en fait, quand ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils venaient demain faire des inscriptions à Paris. Je suis partie du coup faire l'entretien. Et j'ai eu de la chance parce que pendant l'entretien, elle m'a dit je n'avais pas ouvert votre dossier parce que si je l'avais ouvert, vous ne serez pas accepté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le niveau. Et en fait, l'entretien était tellement bon qu'elle m'a dit je vous le laisse pour l'entretien. T'étais une tchatcheuse. Je l'ai eu à la tchatche. Et t'étais déjà bilingue en espagnol? Je parlais déjà très bien espagnol parce que ma grand-mère avait une maison en Espagne et parlait couramment espagnol. Donc depuis toute petite, en fait, je l'entendais. Donc naturellement, je savais parler espagnol sans l'avoir appris. Okay. Mais mes cours étaient en anglais. Donc, et donc tu parles aussi couramment anglais? Donc je suis trilingue maintenant. Voilà. Bravo quand même. Ouais, c'est pas mal. Et cette école, elle dure combien de temps à Madrid? 4 ans. Donc je suis partie pendant 4 ans. Ouais. Ah oui. C'était long, mais en même temps, c'était court. Et puis en fait, j'avais de la chance aussi, c'est que ma maman était hôtesse de l'air. Elle venait souvent te voir? Je pouvais, moi, se rentrer assez souvent parce que avec certaines compagnies aériennes, on a la chance d'avoir des vols qui sont moins chers. Donc, dès que j'avais un peu peur ou que j'avais besoin de retrouver mon réconfort, je pouvais rentrer. C'est pas si loin. En soi, 2 heures. 4 ans, c'est quand même 4 ans, c'est un peu long. Une vie totalement différente au final. Ah bah ouais, parce qu'en fait, je suis quand même restée longtemps là-bas sans rentrer à Paris. J'étais loin de tout le monde, tu parles plus ta langue, t'as que des gens qui viennent des 3... Tu vois, j'avais des meilleurs potes qui étaient mexicains, colombiens, etc. T'es vraiment t'es mélangé à des gens qui viennent de partout avec leur culture, mais c'est exactement ce que je recherchais. Quand je suis rentrée, je me suis sentie grandie de ça. Mais ça m'a fait tes amitiés à ce moment-là? Parce que pendant 4 ans, c'est compliqué de conserver les amis de Paris avec qui tu as toujours grandi. Tout le monde est parti, donc en fait, on ne s'est pas quitté. Finalement, on avait besoin de ce cercle-là. On savait que quand on rentrait, on était là.
Et puis, c'était ce genre d'amis où tu n'as pas besoin de te parler constamment. Donc, juste, on savait que quand on était là, on disait t'es à la maison, oui, bah, je passe chez toi, parce qu'en fait, c'est en face de chez moi. Et donc, c'est une relation qui est assez particulière, c'est familial. Et sur Madrid, tu as conservé des amitiés? Sur Madrid, oui, j'en ai conservé avec des copines qui sont du Maroc. Donc, ça fait un peu de distance, tu vois. Mais je suis invitée au mariage d'une de mes copines bientôt. Donc, comme quoi, c'est resté. À l'issue de cette école, tu te mets à travailler? À l'issue de cette école, je pars en immobilier. Donc, je fais de la promotion immobilière à Paris. Covid. Donc, Tout de suite après? quasiment, ouais, 6 mois. Je travaillais 6 mois, ça s'est arrêté. Covid, enfermement. Je m'ennuie, donc je lance une petite marque en ligne. Tu vois, je me dis, ça va être sympa. Je fais des accessoires pour sac à main, c'est marrant, ça m'éclate pendant le Covid. Et en fait, Covid. Tu as créé ta société pendant le Covid? Pendant le Covid, ouais. Et après, j'ai un appel du comité Île-de-France pour me proposer de participer à Miss France. Et donc, je suis partie vers d'autres choses. C'est eux qui sont venus te chercher? C'est eux qui sont venus me chercher. Comment ça se fait? Parce que ma cousine avait fait Miss France l'année d'avant. Ma petite cousine, elle avait fait Miss Languedoc, donc ils m'avaient repérée via ça. Et donc après, ils m'ont contactée et je suis partie. Donc c'était vraiment pas un rêve. Si on t'appelle pas à ce moment-là pour te proposer ça, tu aurais continué. Ah oui, j'aurais continué. Ouais. Alors à 18 ans, quand j'avais arrêté la fac, j'avais dit à mon père, au pire du pire, je peux faire un truc genre Miss France, tu vois. Ah, quand même. Je l'avais dit une fois, mais parce qu'en fait, mon père, il me dit, si t'arrêtes, tu fais quoi? Tu sais, t'as le truc, je sais plus quoi dire. Tu dis, bah mannequin, il me dit, non, c'est hors de question. Bah, peut-être Miss France, tu vois. Et il me regarde, il me fait, tu peux pas faire Miss France parce que t'as pas fait d'études et qu'à un moment, le physique, ça va s'arrêter. Il y a un moment où ça sera pas assez. Il faut plus de profondeur. Il faut que tu ailles apprendre pour faire des trucs comme ça. Lui, il connaissait. J'ai l'impression qu'il connaissait déjà en me disant, les filles qui ont gagné, c'est pas parfois la plus jolie, c'est celle qui était la plus complète. Et en fait, tu n'as pas encore le côté complet, donc tu vas aller bosser. Mais de toute façon, toi, t'envisageais de reprendre les études. C'était juste que. Oui. Mais c'était une alternative pour dire les 6 mois, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc après, quand ils m'ont contacté, on a trouvé ça marrant. Au début, j'ai refusé, puis après, je suis partie. Et nous voilà là, maintenant, aujourd'hui. Puis après, j'ai une couronne sur la tête et la vie, elle a basculé, tu vois. Et justement, avant que la vie bascule, tu as la préparation. Comment ça se passe, ce moment? La prépa, elle est intense parce qu'en fait, moi, je suis garçon manqué, donc je suis l'opposé de tout ce qu'on peut s'imaginer. Je me maquille pas, je suis pas dans ce truc-là. Je suis un peu camionneur sur les bords dans ma manière de m'exprimer et d'être, tu vois. Je suis beaucoup plus brute, tu vois. On a besoin un peu de recadrer tout. Donc, ça a été aussi moi de me travailler sur tout ça, tu vois, d'apprendre à être un peu, parfois un peu, moins brute épaisse et être un peu plus douce parce que les choses peuvent se dire de la même manière. Et donc, ça a été ça, le sport. Beaucoup de sport. Parce que, mais tu as fait une préparation physique avant? Oui, mais pas pour perdre du poids. C'était pas ça, dans le fond. Même si, malgré l'histoire avec mon ex-chéri, etc., j'avais perdu beaucoup de poids suite à ça et qui fait aussi partie de la raison pour laquelle j'ai participé, c'était plus pour le mental. Je me disais que pour gagner, il faut être hyper rigoureux et assez, tu vois, cadré et organisé. Je me disais que finalement, si j'arrivais à me mettre une dynamique de me dire tous les jours, tu dois faire du sport à telle heure et être organisé comme ça, il y a un moment où le mental, il prend le dessus. Et donc, c'est comme ça que j'allais être prête. Ah, je pense, ouais. Parce que moi, à Miss France, tous les matins, à 5h30, j'étais debout pour faire le brushing. Pas moi. T'as 2 écoles. Il y avait moins de cheveux. Ouais, il y a 2 écoles. Genre, j'avais des rouleaux chauffants sur la tête à 5h30, tu vois. Et très rapidement, parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur, tu as été dans les favorites. Ça, est-ce que dans l'intérieur, tu le savais? Parce que vous êtes quand même en vase clos, mais il y a quand même accès à Internet, donc j'imagine... Ah non, tu le sais de toute façon. Déjà, tu le sais parce que tu le vois sur les réseaux et tu le vois sur des bêtises, mais le nombre d'abonnés, le nombre d'articles aussi qui sortent dans la presse, parce que tu fais des photos de presse sur place, donc tu fais des couvertures, d'autres non. Donc oui, voilà. Qui on décide de mettre sur la couverture signifie... Exactement, puis tu te rends compte aux journalistes quand ils sont là qu'ils interviewent le plus aussi. Au bout d'un moment, ça te fait un peu poser des questions, et je le ressentais surtout des candidates. Il y a un moment où tu sens qu'il y en a qui le vivent mal, et donc tu te sens un peu éjecté. Au bout d'un moment, quand c'est trop écrit, on était 2-3 favorites, et il y a un moment où tu sens que les filles, au moindre truc qui se passe, elles ont de l'animosité. Parce que t'arrivais pas à te faire d'amis là-bas? Si, mais alors déjà, premièrement, tu viens pas pour faire des amis, il faut être réel là-dessus. Moi, les gens qui disent ça, non, mais enfin, si tu veux gagner, c'est pas vrai. Une compétition, il n'y a qu'un gagnant, tu vois. C'est cool si tu fais des potes, mais c'est pas le but initial. Bah, c'est quand même sociologiquement intéressant de se retrouver avec les filles. Oui, si tu veux faire une étude un peu sociologique à la limite. Je trouve qu'on a tous, t'as tes homologues, là, comme ça, on a tous à apprendre. On a tous un binôme, je trouve, par contre. On a tous une fille avec qui tu as vraiment une référente sur qui est un peu une épaule pour toi. Ça, c'est vrai, mais je trouve que de base, tu te dis, si je me fais des copines, c'est cool, mais c'est pas le but du fond. Ah ouais. Moi, c'était de gagner. Mais t'es une bagarreuse. Non, mais moi, le but, c'était de gagner. Il n'y avait pas de question. Tu vois, de base. Compétitrice dans l'âme, tu dirais? Ah, mais à mort. À mort, je déteste perdre. En fait, le truc, c'est que. Et puis surtout, moi, je me mets toujours en tête, si tu pars en disant que tu as déjà perdu, oui, c'est mort pour toi. Donc moi, je me dis toujours, c'est toi qui as gagné. Il n'y a pas de question. La couronne, c'est la tienne, tu vois. Moi, quand les gens me disaient, ouais, après Miss France, on ira faire ça, mais je serais pas là.
Je suis en train de faire les photos de couverture, en fait. Ma copine, ouais, après, on se fera un McDo, ça te fera plaisir. Mais quel McDo? Mais quel McDo? À 6 heures, je suis en direct. Et elle me disait, mais t'es complètement folle. Je disais, ouais, mais en fait, il n'y a que ça qui te fait gagner. Donc, il y a un mental de gagnant. Ouais, tu te projettes de manière toujours hyper victorieuse. La visualisation, c'est la clé. Tu pars à Miss Univers en 2023 et là encore, t'es favorite. Oui. Mais cette fois-ci, ça ne se passe pas comme prévu. Ouais. Avec le recul, comment tu analyses ce qui s'est passé? Là, ça a été plus dur parce qu'en fait, ouais, on a été très vite favoris. Je pense que les gens, vu que j'avais pris 1 an pour y aller, avaient attendu un peu de savoir quand est-ce que j'allais participer. La France a été au taquet, ça faisait vraiment du bien, donc ça a apporté une force supplémentaire. Et puis pour le coup, pour la prépa, je m'étais vraiment donnée. Et en fait, quand j'arrive sur place, c'est pas Miss France. On est beaucoup, c'est un autre monde. Mais je suis au taquet, voilà, je suis dans mon mood compète, donc il n'y a pas de question, on y va. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'à Miss France, la scène, c'est pas si important. C'est vraiment le moment du micro. Et on te laisse ta chance si tu as fait ton mois de prépa avant bien, tu vois. Miss Univers, ton mois de prépa, finalement, il te sert à toi, mais il te sert pas à eux. Ils l'analysent pas. Et du coup, ton droit de parole, tu l'as en fonction de ce que tu as fait sur scène. Et Oui. moi, sur scène, je le sais que c'est mon point faible. Je le sais que j'ai payé des heures, mais que ça sert à rien, tu vois. Et je me dis jusqu'au bout, fake it until you make it. Vas-y, personne ne verra rien. En fait, à un moment, ça se voit, c'était un handicap. Parce sais. qu'en plus, tu parles quand même 3 langues. Oui, T'as oui. non, beaucoup de... Enfin, et tu remplis physiquement les critères. Oui, après, c'est toujours pas. Déjà, encore une fois, tu as 90 femmes. Là, c'était un autre Oui, mais niveau, tu pars favorite. Mais je pars favorite. Mais je pense que Et aussi, ça, c'est un handicap dans la tête. l'organisation le sait. L'organisation le sait. Ils le savent. J'avais eu l'attaché de presse, un moment, qui était venu me voir en me posant des questions sur place, tu vois, en me disant si tu étais Miss Univers, tu serais prête et tout. Je m'étais dit, wow, ça sent. J'avais appelé la France. Ouais, les gars, c'est bon. Ils me disent ça sent bon. Mais en fait, j'arrêtais pas de leur dire j'ai très peur de la scène. En plus, c'était une scène en X. Qu'est-ce que ça va être? Et quand je suis arrivée sur place, la réalité, à un moment, elle est montrée, c'est que j'arrive pas à défiler, quoi. C'est pas mon truc. Donc, quand tu as des filles qui ont les hanches qui bougent depuis la naissance et que moi, les miennes, elles sont bloquées et que l'ostéo, il a beau faire ce qu'il veut, ça bouge pas, tu peux rien faire, quoi. Je suis pas Beyoncé, je peux pas le créer. Et les gens, ce qui a été dur, c'est pas tant de rater, parce qu'en fait, tu ne t'en veux pas de rater quelque chose quand tu t'es donné à 100%. Rater, relativisons quand même. Non, mais tu t'en veux pas quand tu t'es donné à 100%. Moi, j'étais là, je l'ai dit, je pouvais pas donner plus. Ce qui est dur, c'est le retour quand tu as déçu. Et en fait, la France était tellement au taquet que le nombre de messages que j'ai reçus, ça a été un acharnement tellement dur. J'ai eu du cyberharcèlement monstrueux après Miss Univers. Ça a été de partout. Alors en plus, il y avait plein de choses qui rentrent en compte. T'en as pas beaucoup parlé, toi, de ça? J'en ai parlé après, mais j'ai pas voulu faire trop parce que c'était déjà dur pour moi à encaisser. Quand tu reçois 1500 messages en 1 heure d'insultes pour te dire que tu as été pourri et que franchement, ta première dauphine méritait beaucoup plus que toi d'aller à Miss Univers. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, les copains, moi j'ai fait de mon mieux, quoi, mais après, je ne peux pas faire plus. Et j'avais prévenu que c'était un handicap. J'aurais voulu, moi aussi, gagner. Malheureusement, parfois. C'est comme un sportif qui représente la France sur une compétition internationale. Exactement, il y a une partie de toi. En fait, le problème, c'est que quand tu vas pas seul, tu vas en équipe. Et donc, quand tu perds aussi en équipe. Et l'équipe, soit elle est sur le même bateau que toi, soit quand tu perds, elle saute du bateau. Et beaucoup ont sauté. Je me suis retrouvée seule sur mon navire où tu as l'impression que, du coup, j'ai échoué si j'avais gagné. T'aurais aimé qu'on prenne ta défense? Ouais, j'aurais aimé être un peu plus protégée. Après... Comment ça aurait pu se faire, cette protection? Je pense déjà qu'il faut parler plus du cyberharcèlement, notamment sur les Miss France en général. On l'a vu avec Eve cette année, où c'est très compliqué, où tu te fais beaucoup attaquer. Et je pense que c'est dur parce que on est jeune, on n'est pas préparé à ça, et que ça peut être troublant, et que quand tu es autant médiatisé... Tu vois, moi, j'ignorais que tu avais eu du harcèlement suite à... À Miss Univers? Ouais. Ah, j'en ai parlé un petit peu quand même après. Parce qu'on voyait bien que tu avais fait tout ce qu'il fallait pour te préparer. Ouais, mais le 4 qui était pourri, il faut accepter. Ce qu'on m'a reproché, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu as fait sur scène, quoi. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et encore une fois, c'est pas pour donner des excuses, parce que c'est ce qui m'a été reproché, c'est de trouver une excuse au fait que ça s'est mal passé, mais j'ai été troublée par un maquillage qui a été fait, et en plus de ça, j'étais pas à l'aise sur scène, donc ça se loupe. Et de là, ouais, quand je rentre en France, t'as une espèce de claque où tout le monde t'en veut. Et tu te dis, il y a 2 jours, on disait tous qu'on était ensemble, et le lendemain, je suis toute seule. Et ça, psychologiquement, c'est super dur. Alors, ça allait, parce qu'après, je me suis dit que c'était un bon rebondissement aussi, et que ça fait du bien aussi, parfois, de se remettre en question et de repartir de zéro. Mais c'est vrai que sur le moment, la sensation d'abandon, elle a été importante. Je me suis dit, ouais, c'est fou, la veille, j'avais plein d'amour, et le lendemain, t'as plein de haine. Et tu te dis, dans le fond, je vous ai rien fait. J'ai pas été à la hauteur. Moi aussi, moi, si j'avais pu amener la France au bout, je l'aurais fait. Mais malheureusement. Et ça a duré combien de temps, ce harcèlement? 1 mois. Après, j'ai encore. 1 mois? Ouais, je pense facile.
Et maintenant, j'ai encore, dès qu'il y a quelqu'un, là, quand on annonce qu'il y a une nouvelle Française qui part pour représenter l'univers, les premiers commentaires, c'est avec écrit j'espère que tu feras mieux que Diane sur la scène, ne fous pas la honte cette année, tu vois. Et je dis oh, franchement, encore. Mais après, ça me fait rire. Je me dis mais moi aussi, je vous foutrais la honte chaque année. J'ai glissé sur toutes les scènes. Vous attendez à quoi en vrai? J'ai glissé à Miss France au moment d'être élue. J'ai glissé quand j'ai rendu ma couronne. Je glisse à chaque élection régionale. Vous attendez à quoi de ma part en fait? C'était évident. Les commentaires, c'est quoi pour te dire t'es nul, t'es nul, t'es nul? Ouais, c'est pour dire t'étais pas à la hauteur, t'aurais pu plus bosser, tu sais pas bouger tes hanches, machin. Et c'est pour ça que dans Avec les stars, finalement, c'était aussi pour ça que je voulais pas le faire au début, c'est que j'avais pris tellement de haine juste avant que je me suis dit, est-ce que je me remets sur scène? Parce que c'est le même exercice dans le fond. Et en fait, justement, je trouve que ça a été une bonne contrebalance parce que ça m'a amené autre chose, que j'ai pu aussi me prouver à moi-même que je pouvais m'enlever cette phobie-là maintenant que je fais, comme quand tu tombes à cheval, il faut remonter dessus. Et recréer un lien avec le public. Là, il y avait plus de haine. Là, il y avait un peu moins de haine. Il y en avait Les gens, encore. en fait, avant que je passe sur scène, il y en avait. Les gens ils disaient tous, bon, ça va être une catastrophe. Et après que je sois passée sur scène, c'est un peu mieux passé. Et en vrai, c'est pas très grave dans Avec les stars. Le principe, c'est justement de prendre des amateurs et de les faire progresser. Oui, mais c'est tout comme Miss France. Les gens, pour eux, t'es censé déjà être bien, quoi. Tu vois, il y a un parti quand t'es nul, t'es nul. Mais c'est aussi le but. En même temps, c'est ce qu'on adore. Tu regardes Miss France parce que t'as envie de critiquer, comme t'as envie d'adorer. Tu regardes Avec les stars aussi pour voir s'il y en a une qui rate son forté et s'il y en a une qui sait pas bouger. C'est ça aussi qui est la blague dans tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est pour apporter un peu de divertissement à la maison. Face à ce cyberharcèlement, quelle était ta position? Contre, je l'ai tout de suite dit que je voulais me porter comme voix du cyberharcèlement. J'ai été contactée par la suite par le cabinet de Gabriel Attal avant qu'il soit Premier ministre pour justement en parler. Ça ne s'est pas fait, il y a des discussions encore, etc. Parce que par la suite, il est devenu Premier ministre et puis il y a eu plein de choses. Mais il y avait des discussions là-dessus pour parler du cyberharcèlement et de prendre la voix dessus parce que je pense que c'est important et notamment en étant Miss France de le faire. Et c'est un thème qu'on évoque beaucoup dans l'éducation. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui serait victime de harcèlement scolaire? Je lui dirais déjà que la première chose à faire, c'est de ne pas se remettre en question. Jamais. Je pense que vraiment, ça, c'est important. C'est à aucun moment prendre pour acquis ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te dises est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort. Dans tous les cas, ils ont tort. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il faut tout de suite en parler. Il ne faut pas chercher à comprendre. S'entourer, c'est la clé. Alors, ils ne trouveront pas de solution miracle, mais au moins, ils te montreront qu'eux, ils t'aiment. Et finalement, il y a quoi de plus important que ceux qui t'aiment, t'aiment. Le reste, on s'en fiche un peu que X ou Y que tu croises 1 heure par jour ne t'aime pas et qu'il puisse venir en critiquer. Malheureusement, c'est lui qui a une mauvaise vie, pas toi, parce que quelqu'un qui vit avec de l'aigreur ne sera jamais heureux. Donc, toi, par contre, vivre en dehors de tout ça et créer un bouclier, limite, tu te rendras plus forte plus tard. Donc, dis-toi juste qu'on est en train de te donner les armes pour être la femme la plus forte que tu connaisses, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année? Pour cette fin d'année, on peut souhaiter amour, santé, succès. Voilà. comme toujours. Merci, Diane. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.